remercie Madame Luisier pour votre exposé qui, je pense, reflète la préoccupation de nombreuses communes également. On en aura un aperçu lors des questions. Je passe tout de suite la parole à Thierry Chanard, urbaniste et directeur associé du bureau GEA Vallotton-Chanard depuis 1998, très actif dans toute la Romandie. J'ai envie de citer 2-3 projets, dont celui du plan de quartier des Cèdres, que peut-être vous connaissez sur la commune de Chabannes, qui brille par sa longueur de procédure, puisqu'il a mis 23 ans avant d'avoir été légalisé, et qui va voir l'érection d'une tour prochainement sur le territoire communal de Chabannes. Donc un élément important dans le paysage vaudois. Également le projet de Lavaux à l'UNESCO, qui a été porté par le bureau GEA et qui a permis à Lavaux d'entrer dans le patrimoine de l'UNESCO en 2007. Et puis après, un petit clin d'œil aux activités de Thierry Chanard lui-même dans ses volontés de faire des moyens de locomotion. Oh, il le dira beaucoup mieux que moi, mais avec des... Comment? Aide-moi, Thierry. Je pense que vous voulez dire que je suis actif dans les moyens de transport innovants pour les villes. Voilà. Un dernier point quand même concernant l'aménagement du territoire et le sujet qui nous occupe, c'est la création d'une société en Valais qui s'appelle Agoraplan, et qui a été créé pour répondre aux soucis qui sont apparus lors de la révision de la LAT, avec des géomètres notamment, pour mettre en place une méthodologie et pour répondre aux préoccupations des communes. Je passe tout de suite la parole à Thierry Chanard. Oui, merci. Puisqu'on parlait de la tour, demain, il y a une conférence de presse qui vous parlera du projet lauréat du concours de la tour, qui sera donc rendu public, et qui vous permettra de découvrir quel est l'objet architectural qui sera un signal fort pour l'agglomération ouest. J'ai envie de dire, après les 2 premières présentations précédentes, donc, que nous sommes, nous les urbanistes, un peu entre le marteau et l'enclume. Alors on doit relayer les objectifs du canton en les expliquant le mieux possible, en étant vraiment dans la ligne, si on veut bien. Et en même temps, on doit reporter auprès du canton les préoccupations des communes qui sont toutes inquiètes et qui l'ont très bien, ça a été très bien résumé précédemment, ont vraiment de grandes interrogations de terrain. Et nous, au milieu de tout ça, outre le fait qu'on est entre le marteau et l'enclume, on est un peu des explorateurs. Parce qu'on doit trouver des bonnes manières pour justement avancer sur le territoire qui doit être dimensionné. Alors, ça a été dit précédemment, mais moi j'insiste aussi là-dessus parce que je crois que nous sommes tous conscients qu'il faut faire quelque chose, mais avant tout, ce projet, c'est quand même un projet à initiative sur le paysage. Donc en fait, je partage complètement l'analyse qui a été faite précédemment, parce que dans le fond, on se retrouve dans un système qui risque de se tirer des balles dans le pied. C'est cette expression, on essaye de redimensionner les zones à bâtir qui imitent le territoire, le paysage, qui fait la beauté de notre patrimoine, de nos campagnes suisses, et puis en même temps, eh bien, on risque à force de vouloir trop limiter les choses à l'intérieur même des centres bâtis, finalement de limiter les zones à bâtir. Donc en fait, ce serait un peu le contre-effet. Ça, c'est le risque. Alors, pour le moment, on n'a pas suffisamment de recul pour le dire, mais disons, en tout cas, nous sommes à l'interne assez inquiets pour ça. Donc, on a reçu, comme tout le monde, les directives qui ont été éditées par le canton. Vous voyez que ces directives ont un certain nombre d'étapes. Je ne vais pas les détailler parce que je crois que M. Imhoff est venu avec un certain nombre de brochures pour les distribuer si vous le souhaitez. Mais je pense que vous les avez toutes éditées, tous édités ici, donc vous les connaissez déjà. Enfin, disons, on doit s'adapter et puis essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que chaque commune, chaque région puisse répondre finalement aux objectifs cantonaux. Donc, pour cela, qu'est-ce que nous essayons de faire? On essaye de se rapprocher des communes parce que, Madame J, elle a dit tout à l'heure, le gros problème, c'est qu'on confond transitoire et moratoire. Et ça, c'est le réflexe, je dirais, un peu protectionniste habituel qu'on a vis-à-vis des exécutifs, puisque finalement on se dit attendons la fin, parce que vous l'avez bien compris, la mécanique
de la compensation simultanée vraiment très très aléatoire et compliqué à, je dirais, mettre en synchronisme. Donc ça, c'est une des grandes difficultés de l'applicabilité d'un système qui a été voulu par des juristes et puis qui, sur le terrain, se traduit avec beaucoup de difficultés. Alors, on essaie de dire à ces communes, mais allons quand même de l'avant. Ne disons pas moratoire, c'est transitoire, mais plutôt essayons de faire rimer, je ne sais pas moi, synchronisme et dynamisme. Essayons de voir si on peut avancer avec des projets territoriaux pour faire en sorte qu'on arrive malgré tout, avec l'opportunité communale de quand même être maîtresse de son propre destin au niveau du développement de son territoire, arriver quand même à redimensionner ces zones à bâtir dans le sens voulu par la LAT et relayé par le canton. Donc on fait de la pédagogie, vous voyez ça c'est un PGA, donc c'est vraiment très caricatural bien évidemment, mais ça explique quand même pourquoi c'est quand même intéressant et important de faire en sorte qu'on redimensionne ces zones à bâtir et de voir comment on peut procéder pour le faire. Alors là, bon, je crois que vous avez bien compris que c'est un grand vase qui se remplit. Excusez-moi, j'ai appuyé un peu fort. Voilà, c'est pas le bon bouton. Voilà. Donc, ici, en général, les zones à bâtir sont la résultante finalement de planification, notamment des années 80, où on faisait des grandes patatoïdes, si vous vous souvenez, les schémas directeurs faisaient des grands projets d'extension, etc. Et puis après, on faisait un PGA. Et en général, le PGA définissait évidemment les zones affectées pour les prochaines années. Et le solde des patatoïdes, c'était des zones intermédiaires, parce qu'on disait les zones intermédiaires vont attendre finalement les légalisations futures. Puis maintenant, on se retrouve beaucoup plus tard avec des zones à bâtir qui sont ce qu'elles sont, qui sont développées comme vous les connaissez actuellement, mais encore avec beaucoup de zones intermédiaires qui n'ont pas été développées, qui ne sont pas forcément aux bons endroits. Et voilà, puis la pratique a fait que la zone intermédiaire, on l'assimile plutôt à une zone agricole en devenir, alors que finalement, quand on regarde l'article 51 de la loi sur l'aménagement du territoire, on se dit que finalement, ça peut être aussi intéressant de le mettre en perspective par l'application de la LAT. J'espère qu'on y reviendra tout à l'heure dans le débat. Alors, quand on regarde ça, eh bien, on voit qu'il y a des réserves, évidemment, et que quand on définit les besoins à 15 ans, eh bien, on n'est pas très loin, plus haut que les zones à bâtir existantes. Et quand on fait les besoins pour les 10 ans suivants, puisqu'on essaie de se projeter à 25 ans, même si on ne va pas rendre ces zones constructibles de suite, mais plutôt en attente, alors avec des moyens, on pourrait y revenir aussi, qui sont adaptés, qui existent déjà, eh bien, vous voyez, on ne va pas encore beaucoup plus loin, et puis il reste tout un solde dans le surdimensionnement. Hein. Le surdimensionnement, il commence à partir de 15 ans. Alors voilà, maintenant, il y a des communes qui ont des projets. Et alors ces projets, ils ne sont pas forcément là où on souhaite qu'ils soient, puisque souvent on veut redimensionner le surdimensionnement plutôt depuis l'extérieur vers l'intérieur, et puis parfois on a des ambitions qui vont au-delà des périmètres des zones actuellement affectées. Et c'est vrai que parfois des communes viennent avec des projets, des ambitions d'aller grignoter, j'ose pas le dire, sur la zone agricole ou sur des zones intermédiaires qui ne sont pas forcément bien situées par rapport à ce redimensionnement. Donc c'est là que nous essayons d'intervenir auprès des communes pour dire, ça c'est la première étape qui est préconisée par les lignes directrices du canton, essayez de voir votre vision à 15 voire 30 ans pour voir très précisément où vous voulez mettre vos développements en première et en deuxième priorité. C'est première priorité les zones stratégiques et deuxième priorité au-delà de 15 ans. Et parfois, si vous avez une ambition qui est d'aller excéder au-delà du périmètre actuel de votre PGA, on peut en tenir compte, même si c'est dans ce qu'on appelle le surplus du surdimensionnement, et de faire en sorte qu'on puisse le compenser par d'autres zones qui seront alors, elles, ou bien préservées, ou bien dézonées en priorité. Donc ça fait partie aussi du redimensionnement que l'on devrait pouvoir négocier, discuter en partenariat plein et entier avec le canton. Tout ça pour finir avec un territoire réservé à l'urbanisation, un périmètre d'urbanisation tel qu'il est souhaité à 25 ans. Voilà, alors là c'est un plan qui est complètement neutre, ne cherchez pas la commune, il n'existe pas. Et donc on regarde finalement quelles sont les zones à déclasser, les différents cas de figure, où est-ce qu'on peut mettre aussi des zones intermédiaires, parce que
Je le rappelle, c'est toujours très intéressant de relire pourquoi les zones intermédiaires ont été initiées et ce que dit l'article 51 de la loi sur l'aménagement du territoire cantonal. On a la possibilité aussi de mettre des zones réservées, qui sont des zones d'attente, mais qui sont plus courtes, à durabilité plus courte, qui sont 5+3 en tout cas sur le canton de Vaud, donc 8 ans d'attente, de non-constructibilité, et après on devra se prononcer sur l'affectation. Et puis bon, on a des zones de développement prioritaires, et qui peuvent être au-delà même du périmètre du PGA, comme vous le voyez là, et c'est là qu'il faut qu'on puisse les compenser à travers des zonages, des classements, appelons ça comme vous voulez, dans des zones déjà constructives. Alors, zone à déclasser, expropriation matérielle ou pas, si un propriétaire au bénéfice d'une constructibilité depuis plus de 15 ans qu'il ne l'a pas utilisée, je crois que la jurisprudence est suffisamment abondante pour dire qu'il ne sera pas indemnisé. Donc ça fait quand même beaucoup de propriétaires qui risquent d'être touchés par cette situation-là, donc à qui vont être distribuées les indemnités liées à la perception de la taxe sur la plus-value. On verra quelle est la proportion des propriétaires finalement qui seront indemnisés. En revanche, il y aura beaucoup de demandes en indemnité. Ça, c'est sûr. Alors, je me réjouis de voir, je me rappelle je crois que c'est le conseiller juridique de la commune d'Orbe qui travaillait au canton au moment des affûts. Il était tout seul pour recevoir toutes les lettres de recours et son plein temps était insuffisant juste pour les ouvrir. Voilà, donc attention, il va y avoir quelques courriers qui vont arriver. Donc, nous sommes dans ce cas de figure, et alors nous essayons juste d'approcher les communes pour dire, bon, allons de l'avant, parce qu'on a tous un devoir citoyen, on a tous quand même voté cette loi, même si on avait su auparavant à quelle sauce on allait être mangé, peut-être que le résultat aurait été un tout petit peu différent, mais toujours est-il que maintenant nous y sommes, donc nous devons y aller. Voilà, et on doit y aller ensemble. Je crois qu'il faut avoir une attitude plutôt proactive, constructive, que d'attentisme inutile et je dirais d'agacement, parce que, ma foi, je crois qu'on est tous confrontés au même contexte et on essaye de se débattre en tant qu'explorateurs et de trouver des solutions. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on dit? On va regarder les statistiques des zones à bâtir et on regarde les besoins à 15 et 25 ans. Alors, bon, on aurait pu se dire, dans ce canton de Vaud, toutes les communes ne sont pas toutes les mêmes. Je dirais une commune de plaine, ce n'est pas une commune de montagne. Une ville n'est pas une ville de campagne. Bref, pourquoi tout le monde est mangé à 50 mètres carrés par habitant? C'est parce qu'on a lissé ça sur l'ensemble du canton, mais je crois qu'on a aussi d'autres façons de faire, de procéder pour juste contextualiser le surdimensionnement par rapport à un territoire particulier. Et je crois que c'est quand même aussi important de voir quelles sont les marges de manœuvre qu'on peut donner à ces chiffres, parce que si c'est bien de fixer des objectifs, ça reste quand même lié à des statistiques, et ces statistiques sont plus ou moins difficiles à, je dirais, vérifier et faire en sorte qu'elles soient les plus justes possibles. Ça, c'est vraiment l'enjeu de notre démarche. Donc voilà, ça c'est un problème. Donc nous avançons avec ça, on essaye de montrer comment on peut faire avec le type d'espace, selon qu'on est dans le périmètre de centre ou hors du périmètre de centre, et on regarde finalement les taux de croissance qui sont imposés par le canton. Alors on peut se poser la question du 1% par an, hein, parce que quand on regarde les 1% par an, c'était les 15 années précédentes l'entrée en vigueur du plan directeur cantonal. Pourquoi on reste toujours sur ces chiffres-là, qu'on prolonge sur 2030? Je rejoins ce que disait Mme Mugier tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas envie vraiment de baisser la démographie plutôt qu'autre chose, plutôt que le mitage territorial? Donc ça, c'est vraiment une question aussi, mais enfin, on est sur ces chiffres-là et on travaille là-dessus. Et par rapport à ça, eh bien, on regarde quelles sont les surfaces mobilisables, les potentialités, et à ce moment-là, une fois qu'on a fait, je dirais, un travail avec la commune sur les besoins de développement à 15 et à 25 ans, eh bien, on définit finalement le nombre d'habitants, les surfaces correspondantes. Ça serait bien de passer au SPD. Maintenant, d'ailleurs, on avait commencé à SBP, la surface brute de plancher, mais maintenant, je crois qu'il y a des nouvelles terminologies, il faudrait peut-être s'y mettre. Et puis, arriver au surplus à déclasser avec des réserves excessives. Donc tout ça, c'est très quantitatif, et ça nous permet, je dirais, de voir finalement si on est plus ou moins bon élève par rapport aux zones à bâtir que nous avons à disposition.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Et c'est là un peu la détresse des communes, en tout cas de certaines d'entre elles, qui disent, dans le fond, mais nous, comment peut-on approcher une population qui est propriétaire foncière, à leur dire, votre terrain va être complètement déclassé, pourquoi moi et pas un autre, finalement, et pourquoi pas mon voisin? Alors, on a essayé de trouver des méthodes qui soient les plus objectives possibles, qui permettent aux exécutifs de justifier la démarche dans ce bilan quantitatif, ce redimensionnement quantitatif. Alors, il y a des critères d'exclusion, on en a parlé. Ça, c'est assez simple. Vous avez toutes sortes de critères. Alors, ils ne sont pas tous évoqués ici, mais enfin, les principaux, la protection des eaux très élevée, les dangers naturels, etc., l'air forestier. Ça peut intervenir pas que en dehors des zones centres, hein. Ça peut intervenir même dans des zones urbaines, dans des périmètres d'agglomération, il y a des cours d'eau, enfin, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, qui sont des critères d'exclusion tout à fait objectivement fondés et qui font qu'on prend vraiment des risques à ne pas les dézoner. Donc c'est pour vous dire l'incidence, hein, c'est un territoire de nulle part de nouveau, mais pour vous dire que si vous voyez beaucoup de dangers naturels, ben, les incidences sur les zones à bâtir, elles sont quand même très très limitées. Donc c'est pas là qu'on va vraiment redimensionner. Alors ensuite, alors je ne vous montre pas ce que peut être une vision d'une commune, puisque là, la commune de nulle part qui se développe, ben, ça ne donne pas un résultat vraiment très probant, donc je ne vais pas vous l'illustrer, mais par contre, c'est important de dire que les enjeux et les orientations communales à prendre en considération sont aussi un point de collaboration entre le canton et les communes, parce que, évidemment, là on parlait d'opportunités de développement dans les 4 ans qui viennent, on ne sait pas aujourd'hui de quoi demain sera fait, donc on essaye toujours de regarder nos boules de cristal pour voir quel est l'avenir, mais en fait, quel sera-t-il? Donc il faut qu'on ait quand même un tout petit peu de marge de manœuvre, de souplesse dans la planification. Alors on essaye de donner des enjeux territoriaux avec des orientations territoriales et de faire prendre position aux exécutifs, par les exécutifs, pour justement dire quelles sont ces priorités. Mais même si on sait que dans les faits, bah, probablement les choses vont changer et que les opportunités ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui quand on planifiera demain à 5 ans, 10 ans. Voilà. Mais c'est une base. Et cette vision permettra aussi de geler un certain nombre de parcelles qui seront prioritaires aux yeux de l'exécutif qui se sera penché sur l'avenir de son territoire aujourd'hui. Puis ensuite, on a les critères de pondération. Parce que surdimensionnement, on est très surdimensionné, il faut encore réduire. Donc on est, vous l'avez vu tout à l'heure, pas assez loin. Donc on essaye après de trouver d'autres critères objectivement fondés qui sont plus ou moins pondérés. Alors on essaye de mettre des notes en fonction de ces critères, et pour des dangers naturels qui sont moyens ou faibles, pour la protection des eaux, les secteurs qui sont un peu moins touchés, etc., etc. Et on arrive à mettre en place une critériologie qui, dans le fond, à partir du moment où ça dépasse un certain seuil, sont, je dirais, pris en charge par le surdimensionnement, donc dézonés. Alors voilà, donc là, les incidences, ça c'est nouveau territoire de nulle part. C'est assez flou, comme ça personne ne reconnaîtra, même s'il y a des valaisans dans la salle. Et vous verrez qu'il y a quand même des incidences importantes sur les autres. Voilà. Donc ça commence à devenir assez consistant. Puis après, on est un peu désemparé. Si on doit encore continuer à dézoner ou à déclasser, on se retrouve sur des zones à bâtir qui sont déjà construites, on doit dézoner. Alors là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Alors la mise en cohérence urbanistique, elle est là pour essayer de voir où et quoi on peut faire en fonction de ces des différentes situations particulières qu'on peut rencontrer pour atteindre les objectifs de redimensionnement. Et donc ça, c'est un travail, je dirais, de terrain qui est très compliqué, qui est très patient et qui doit se mettre en place. Donc on doit rendre la proposition finalement de redimensionnement la plus cohérente possible par rapport au territoire et aux éléments constitutifs de ce territoire. C'est pour ça qu'on se penchera aussi, par exemple, quand vous avez une parcelle qui est exclue, eh bien, de se pencher sur la parcelle voisine et regarder s'il y a une mise en cohérence, parce que ça peut être peut-être, pourquoi pas, en contact avec la zone agricole, un prolongement de celle-ci à terme, et c'est peut-être pas inintéressant de déclasser cette parcelle. Mais ça commence à devenir... J'arrive, les 5 minutes, j'en suis quasiment à 30 secondes. Voilà. Et donc on arrive comme ça à définir un périmètre d'urbanisation
qui, vous le voyez, toujours dans notre commune de nulle part, que seuls les Valaisans ont reconnu, eh bien, on arrive à redimensionner ces zones avec un bilan qui est à la hauteur des objectifs. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la méthode valaisanne, c'est qu'on reconnaît les spécificités territoriales de chaque commune, parce que ce qui est en station n'est pas ce qui est en coteau ou ce qui est en plaine. Donc il y a des densités qui sont complètement circonstanciées par habitant. Et ça, je trouve ça très logique. Je trouve que c'est intéressant aussi de travailler sur plusieurs cantons pour pouvoir comparer un peu les méthodes et enrichir nos expériences pour pouvoir mieux collaborer avec le canton de Vaud. Je vous remercie de votre attention.